bien, une érosion de la force de dissuasion d'Israël vis-à-vis du Hezbollah et du Hamas. Les groupes terroristes dans le sud, le Hamas, et au nord, le Hezbollah, essayent de vérifier, essayent de tester, si vous voulez, la réaction israélienne. Et s'il y a eu des réactions, elles sont extrêmement, je dirais, retenues. Colonel Olivier Rafovitz, bonjour Boker Tov. Olivier Boker Tov. Boker Tov, merci d'être avec nous ce matin. Nous voudrions parler avec vous, bien entendu, de cette tension sécuritaire, on va dire presque sur l'ensemble du territoire israélien, au nord, au sud, et puis hier avec l'attentat qui s'est produit à Petah Tikva, également, on va dire, dans le centre du pays. Est-ce que il faut lier l'ensemble de ces trois foyers de tensions sécuritaires et terroristes Bonjour, écoutez, c'est compliqué encore une fois à définir à l'heure où nous parlons, mais il est clair qu'il y a une tension au sud et au nord qui est reliée au fait qu'il y a une érosion, une érosion de la force de dissuasion d'Israël vis-à-vis du Hezbollah et du Hamas. C'est-à-dire qu'en fait, les groupes terroristes dans le sud, le Hamas, et au nord, le Hezbollah, essayent de vérifier, essayent de tester, si vous voulez, la réaction israélienne, et pour l'instant, du côté du sud comme du nord, même s'il y a eu des réactions, elles sont extrêmement, je dirais, retenues. Il y a une volonté du côté israélien de ne pas aller dans l'escalade, et du côté des groupes terroristes, ça leur donne l'impression qu'il y a non pas une retenue, mais une faiblesse. Et dans ce genre de situation, avec les groupes terroristes, il faut être très prudent, parce que s'ils testent et ils pensent que nous sommes, entre guillemets, dans une volonté d'aller plus loin, eh bien eux, ils iront plus loin. Et ce qui s'est passé hier, encore une fois, c'est encore trop tôt pour en parler, puisque les forces de sécurité et le Shin Bet sont en train de vérifier l'attentat, enfin en tout cas le terroriste lui-même. Mais tout ça réuni fait qu'il y a une ambiance qui est propice à une escalade du côté du Hamas et du Hezbollah. Alors, vous parlez de retenue, en tout cas, ou alors d'une interprétation d'une marque de faiblesse, mais c'est tout de même assez surprenant de la part du chef d'état-major de l'armée israélienne, qui, en tout cas, au moins pendant la première année de son mandat, avait donné l'impression d'être très ferme. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé, on va dire, dans l'approche de Tsahal face au Hamas d'un côté, au Hezbollah de l'autre ? Disons qu'il y a des chantiers sécuritaires extrêmement importants. À l'heure où nous parlons, il y a une crise en Méditerranée orientale avec la Turquie. C'est pas très loin de chez nous. Une possibilité de conflit véritable entre la Turquie et la Grèce, avec des implications qui peuvent également toucher l'État d'Israël. Il y a l'Iran qui est toujours en phase de développement du programme nucléaire, de la bombe atomique iranienne. Il y a le Hezbollah qui crie vengeance après l'élimination d'un de ses membres terroristes durant un raid en Syrie. Tout cela réuni fait que, vu également la crise économique et politique en Israël, du côté israélien, encore une fois, il y a une gestion de la crise plutôt qu'une volonté d'aller plus loin. Le chef d'état-major, Aviv Kochavi, est un homme qui sait ce qu'il fait, mais comme vous le savez très bien, Daniel, il dépend de l'échelon politique, et pour l'instant l'échelon politique, en tout cas d'après ce que nous ressentons nous en Israël, ne donne pas l'impression d'aller bien au-delà de ce qu'il faudrait peut-être faire, et je pense qu'il faudrait faire beaucoup plus. En tout cas, c'est ce que pensent les Israéliens dans le sud face aux ballons incendiaires. Encore 36 ballons hier qui ont brûlé des champs et des vergers. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a laissé passer le patron du Qatar, enfin des émissaires du Qatar, pour aller distribuer 26 millions de dollars aux terroristes du Hamas, qui maintenant nous demandent des machines respiratoires et puis du matériel contre le corona. Donc on est dans une espèce d'absurdité. D'un côté on nous attaque, on nous bombarde, on nous brûle nos champs et puis on nous demande également de l'aide. Et c'est une réaction qui est pour l'instant du côté israélien, encore une fois, pas à la hauteur du problème. Alors, aujourd'hui, on est dans cette situation. Vous avez le sentiment que, par exemple, on peut s'étonner que, par exemple, dans le Nord, on va essayer de séparer les problèmes. Dans le Nord, le Hezbollah continue malgré tout, alors qu'on le sait, il s'agit d'un officier subalterne qui a été
qui a été tué lors de ce bombardement à Damas il y a près d'un mois. Le Hezbollah, en dépit de sa situation très précaire au Liban, de l'explosion à Beyrouth, de la situation de crise à Beyrouth, eh bien, continue à s'occuper de petits problèmes comme cela? Le Hezbollah est un groupe terroriste. Sa raison d'être, c'est la guerre contre l'État d'Israël. Et il est soutenu, il est commandité, il est dirigé par l'Iran. C'est l'Iran qui demande au Hezbollah d'agir, c'est l'Iran qui demande à Nasrallah de menacer Israël et d'engager des actions militaires. Il prend, lui, des risques par rapport à lui-même, mais il est totalement dépendant de l'Iran, et aujourd'hui, il met également le Liban dans une situation d'otage totale face à Israël. Donc, le prétexte de cette élimination d'un membre subalterne, que vous le dites, du Hezbollah, n'est qu'un prétexte. Vous avez vu, il y a 2 jours, ils ont tiré sur une position israélienne. Il aurait pu y avoir des blessés, des morts, Chas Shalom, il n'y a pas eu, heureusement. Mais tout cela réunit, c'est que nous sommes dans une situation face à une organisation qui veut la guerre. Et le Hezbollah est aujourd'hui, comme vous l'avez dit vous-même, dans une situation très précaire. Il a le dos au mur, mais parce qu'il a le dos au mur, il est peut-être encore plus dangereux, parce qu'il a beaucoup moins à perdre, et il a beaucoup plus à gagner au niveau de son image de marque, non pas vis-à-vis du Liban, mais vis-à-vis de ses commanditaires qui sont les Iraniens, qui eux veulent le manipuler, veulent l'activer contre Israël. C'est leur manière d'être et leur manière de faire contre Israël. Pour ce qui est du Hamas, comment vous voyez, comment vous expliquez en tout cas cette résurgence, ce renouveau des lancers de ballons, même si ça ne va pas pour l'instant plus loin, vous estimez que c'est une manière de tester, on va dire, la réaction d'Israël? Écoutez, nous sommes un des seuls pays au monde qui laisse faire des terroristes brûler nos champs et nos campagnes. Imaginez-vous en Europe ce qui se passerait si des groupes terroristes brûlaient des vignobles, des champs de blé, des étables. Enfin, je veux dire, ça serait la révolution. On est rentré dans une espèce d'habitude terrifiante. Des ballons incendiaires qui brûlent des milliers de dunams, des milliers d'hectares du côté israélien. Alors on réagit à chaque fois de manière, encore une fois, avec de la retenue, mais il faudrait réagir de manière beaucoup plus ferme. Et nous jouons selon le jeu, selon les règles du jeu du Hamas, qui maintenant, encore une fois, nous dit nous allons arrêter si nous allons recevoir de l'argent, des machines respiratoires, et surtout si vous réagissez, vous le faites dans un contexte où nous avons à faire face au corona, donc vous êtes presque inhumain. Enfin, je veux dire, nous sommes dans une espèce d'absurdité terrifiante. Et si nous ne changeons pas les règles du jeu, ce que nous disons depuis des années, enfin ce que je dis aussi sur vos ondes depuis des années, eh bien nous continuerons à subir ces attaques, ces champs brûlés et des milliers d'Israéliens qui dépendent d'un Hamas ou d'un djihad islamique qui nous met dans des abris et qui nous menace de manière insupportable. Pour parler de ce qui se passe en Judée-Samarie, vous avez le sentiment que l'autorité palestinienne, après, on va dire, son coup de colère consécutif à la normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis, laisse passer des messages, on va dire, donnant la possibilité à ceux qui, d'une manière ou d'une autre, avaient l'intention de commettre des attentats, de les commettre concrètement. Et est-ce que vous pensez qu'il y a un accompagnement, il y a une volonté de l'autorité palestinienne de faire grimper, on va dire, l'attention terroriste à l'intérieur du territoire israélien? Non, là je serais beaucoup plus mesuré, non. Parce que l'autorité palestinienne aujourd'hui a d'abord et avant tout un intérêt de se protéger contre le Hamas et contre le djihad islamique. Elle a besoin d'Israël et des services de sécurité israéliens, et la collaboration, la coopération sécuritaire, militaire, du renseignement entre l'autorité palestinienne et Israël est très importante. Et aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt du côté de cette même autorité de faire grimper la violence. Au contraire, son intérêt est de bloquer et de contrôler le Hamas, qui lui a un intérêt non pas seulement d'attaquer Israël, mais également de déstabiliser et de remplacer Mahmoud Abbas par des membres radicaux islamistes.
Alors, je voudrais profiter que nous parlions pour avoir votre avis sur une question qui est liée justement à la normalisation avec les Émirats arabes unis. On a beaucoup parlé à l'initiative, on va dire, du Yediot Aharonot de cette vente, apparemment, de vente de F-35 furtifs, d'avions furtifs, des Américains aux Émirats arabes unis qui s'inscriraient dans le cadre de cet accord. Alors, on ne sait pas si ça fait partie de l'accord même ou d'accords, on va dire, d'arrangements qui ont été conclus en marge de cet accord. Mais la question est la suivante. Est-ce que le fait que les Émirats arabes unis puissent détenir dans les prochaines années, parce que ça ne va pas arriver tout de suite, des avions furtifs F-35, c'est un problème sécuritaire pour l'État d'Israël, ou alors finalement, lorsqu'il y a du côté des Américains une volonté de faire ce type de marché, eh bien, les Israéliens pourraient en sortir bénéficiaires en ayant d'autres éléments, on va dire, qui prouvent leur supériorité militaire dans la région? Des avions F-35 dans les mains de pays arabes, c'est pas une bonne chose pour Israël. Nous avons affaire à des États qui sont aujourd'hui en processus de normalisation avec Israël, mais qui restent des États relativement fragiles et instables. Et mettre dans les mains de ces États des armes qui sont aujourd'hui les plus sophistiquées au monde pose un problème, non pas un problème immédiat comme vous l'avez dit, mais un problème du fait que l'élément qualitatif pour Israël et pour l'armée de l'air israélienne est pas seulement fondamental, il est vital pour Israël. Et de fait de faire un accord de paix avec un pays arabe où on dit la paix contre la paix, qui engage également des ventes d'armes qui sont des armes ultra-offensives avec des capacités opérationnelles gigantesques, n'est pas une bonne chose pour Israël. On l'a vu avec ces F-35. Même si, par exemple, Olivier, en échange, par exemple, Israël pourrait recevoir des Américains pour conserver ce qu'on appelle cette fameuse supériorité technologique et militaire, par exemple des avions, des ravitailleurs qui pourraient lui permettre d'aller jusqu'en Iran, ou d'autres missiles ultra sophistiqués qui permettent qui sont des missiles qui percent le béton en perspective justement d'une attaque face à l'Iran. Bon, d'abord, le F-35 aujourd'hui est l'arme la meilleure au monde au niveau aérien. Il n'y a pas mieux au niveau offensif. Maintenant, je signe un accord de paix avec un pays arabe important, les Émirats arabes du Golfe, et en échange de cela, il y a aussi une clause secrète ou semi-secrète, en tout cas de vente d'avions de combat de type F-35. Encore une fois, ce n'est pas dans l'immédiat un problème, c'est dans la pratique et dans l'avenir un problème, parce que ces armes-là, comme vous le savez, peuvent passer d'une main à l'autre. Il peut y avoir des déstabilisations, il peut y avoir des changements stratégiques, géopolitiques. Imaginez-vous demain des armes que nous avons, nous, du côté israélien, qui passent chez l'ennemi. Je vous rappelle que l'Iran est pas très loin des Émirats arabes unis et que l'Iran a des vues militaires, surtout le Golfe, qu'on appelle le Golfe Persique du côté iranien et le Golfe arabo-persique du côté de la péninsule arabique. Donc tout cela réuni n'est pas une bonne chose. Ceux qui vont dire c'est pas grave mettent quelque part de la poudre aux yeux pour essayer d'éteindre une angoisse. Mais je vous rappelle qu'on a eu le même problème avec des sous-marins vendus à l'Égypte, des sous-marins allemands. Donc attention, le Moyen-Orient est une poudrière aujourd'hui. Israël a un avantage qualitatif. Nous sommes la première puissance militaire de la région, une des premières puissances militaires du monde. Nous avons à faire face à des enjeux extrêmement importants. Et donner des armes de cette qualité-là à des pays qui peuvent demain passer d'un autre côté est, à mon avis, pas seulement mien d'ailleurs, n'est pas une bonne chose. Et encore une fois, je sais que les Américains, que Netanyahou et d'autres ont donné leur avis, mais il faut faire très attention. Voilà, il y a un risque, tout à fait. Merci beaucoup, colonel de réserve Olivier Rafovitz, d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir éclairé sur ces diverses tensions sécuritaires. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. À bientôt, bonne journée à vous.